Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des concepts de restauration et de la préparation des produits. Nous avons vu tout au long de l'année qu'il existe plusieurs types de restaurants en France. On a par exemple les restaurants gastronomiques, étoilés ou non étoilés, les restaurants traditionnels, les restaurants routiers, on a aussi les restaurants d'entreprise, donc type la cantine de votre établissement ou la cantine d'Airbus ou le self des restaurants universitaires, les restaurants fast-food, les restaurants de transport, notamment dans les trains, les bateaux, les avions. On a la restauration en cafétéria, on a aussi d'autres restaurations, type la restauration de préparation, on va dire, exotique. On a la restauration qui se fait aussi maintenant en distributeur automatique, etc., etc. Cette restauration, est-ce qu'elle utilise les mêmes ingrédients pour leur préparation? Prenons le cas d'une tarte aux pommes, par exemple. Bien sûr qu'elle sera complètement différente. Et dans cette tarte aux pommes, on va peut-être pas utiliser la même gamme de produits sur tous les restaurants. Si je suis dans un restaurant type cafétéria, je vais peut-être pas faire une tarte aux pommes très traditionnelle. Et donc, on va utiliser des DOA ou des DOV différentes suivant le résultat final que l'on veut. Donc, toujours pour notre tarte aux pommes, par exemple, si je suis dans un restaurant d'entreprise, je vais peut-être avoir recours à une tarte aux pommes déjà prête, qui arrivera, qui sera généralement surgelée, que je n'aurai plus qu'à, elle sera déjà précoupée en parts, individuelles ou une tarte coupée en 8. J'aurai peut-être à mettre juste un nappage blanc et ce sera fini. Si je suis dans un restaurant traditionnel, je vais peut-être plutôt faire une pâte brisée maison, comme nous l'avons vu finalement dans notre atelier que nous avons fait récemment. Donc une pâte brisée maison. Je prends des pommes, je les épluche, une partie je fais une compote, une partie je fais des tranches pour la décoration et la finir. Je rajoute un peu de sucre parce que c'est peut-être un peu plus sympathique au goût. Et je peux ajouter, si je veux la vendre et la rendre bien brillante, un nappage blanc. Donc, autre type de tarte aux pommes, mais qui reste une tarte aux pommes. Et on peut aussi, dans un type restaurant type routier, se dire j'achète une pâte brisée qui est déjà prête, en rouleau. J'achète une compote de pommes. J'achète des pommes coupées déjà sous vide. Et je n'ai plus qu'à assembler finalement. Je rajoute un peu de nappage blanc pour la faire bien briller. Et j'ai aussi une tarte aux pommes que je vais cuire et que je vais avoir une vraie tarte aux pommes. Donc vous voyez ici, on n'a pas les mêmes types de produits, suivant la DOA, la DOV. Mais pourquoi on utilise ça? Parce que j'ai peut-être pas les mêmes exigences. Si j'ai un restaurant traditionnel où j'ai 35 clients par jour, je vais pouvoir faire mes tartes aux pommes. Si j'ai un restaurant d'entreprise où j'ai 800 ou 900 personnes par jour, je vais peut-être pas avoir les moyens, peut-être financiers, peut-être humains, ou peut-être même en contrainte de temps pour faire mes tartes aux pommes. Donc je vais utiliser des produits différents. Et donc en fonction de ça, on a différencié les concepts de production. Alors c'est très important que vous les connaissiez parce que ça va vous servir à peu près toute votre carrière. Et il faut déjà les assimiler maintenant parce que l'année prochaine, je vous en présenter 4, on va en ajouter. Donc d'abord, il faut être bien assis sur ses bases pour pouvoir construire votre savoir. Donc on va commencer par parler de la cuisine traditionnelle. Alors qu'est-ce qu'on attend par cuisine traditionnelle? On attend que le professionnel a un vrai savoir-faire, va avoir des ingrédients bruts uniquement et il va faire tout lui-même. Tout va être fait, ce qu'on dit, maison. C'est-à-dire que si on fait un
je sais pas moi, un fraisier, ben on va faire le biscuit, on va faire une crème pâtissière, on va la monter en crème mousseline, on va ajouter les fraises qui seront des fraises fraîches que l'on aura coupées, que l'on aura bien lavées. Donc que des produits bruts. Donc ça, c'est la cuisine traditionnelle. Ensuite, il peut y avoir la cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités. Alors dans cette cuisine traditionnelle, on va utiliser essentiellement des produits bruts, mais on va ajouter quelques pays. Par exemple, je vais faire un ragoût à brun, comme nous avons vu, et je vais rajouter, plutôt que de me faire un fond de volier, je vais rajouter un fond de volier en poudre que j'aurai acheté. Donc on n'est plus dans le produit brut, c'est-à-dire que le fond de volier, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté, je le réhydrate et je le mets dans ma préparation. Donc voilà les ajustements, par exemple, qui peut différencier la cuisine traditionnelle qu'avec des produits bruts et être cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités où je vais ajouter de temps en temps quelques produits semi-élaborés. Mais il faut quand même que le savoir-faire du cuisinier soit très important. Parce que c'est pas parce qu'on rajoute, par exemple, je vais prendre un veau marengo, que je vais rajouter du fond de veau lié, qu'il ne faut pas que je sache glacer des oignons à blanc ou à brun, que je sache décanter ma viande, que je sache faire un ragoût finalement. Donc là, deuxième, donc après la cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités, la différence, je vous le répète, c'est l'ajout de PAI de temps en temps sur certaines préparations ou certains plats. Ensuite, on a la cuisine d'assemblage. Alors, très différente de la cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités parce que là, on va avoir une technologie qui va être plus moderne. On va utiliser des produits qui vont être beaucoup plus semi-élaborés. C'est exactement ce qu'on a vu avec notre exemple de tarte aux pommes chez un routier. C'est-à-dire que là, on va prendre une pâte qui va être déjà faite, une compote qui va être déjà faite, des pommes qui vont être déjà épluchées, taillées. J'aurai plus qu'à mettre ça en place et à cuire. Donc là, on va avoir, outre un besoin de personnel un peu moins qualifié, on va avoir beaucoup moins d'espace de stockage possible. Parce que si je reçois ma pâte brisée, j'ai pas besoin de farine, j'ai pas besoin d'œufs, j'ai pas besoin. Donc j'ai juste à avoir quelques rouleaux de pâte brisée. La compote, je peux avoir peut-être soit de la compote stérilisée, soit de la compote un peu fraîche qu'on peut acheter déjà pasteurisée. Enfin, je peux avoir des. Mais la quantité d'espace de stockage dont j'ai besoin se diminue, étant donné que le nombre d'ingrédients que j'utilise diminue. Si dans une recette de tarte aux pommes traditionnelle, j'ai besoin d'œufs, de beurre, de farine, de pommes, de nappage, de sucre, là j'ai besoin de 3 ingrédients. La pomme, la pâte brisée qui est toute faite, je vais avoir besoin de la compote qui est toute faite et je vais avoir besoin de la pomme qui va être déjà épluchée et déjà taillée. Ce qui indique aussi que dans un concept de cuisine d'assemblage, mes locaux vont être plus petits aussi. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir besoin de légumerie. Je vais peut-être faire venir tous mes légumes surgelés, taillés, et j'aurai plus qu'à cuisiner à partir de ces produits qui seront déjà surgelés et taillés. Qui m'empêche, pour faire une soupe à l'oignon, d'utiliser des oignons déjà coupés, taillés, surgelés. Rien ne me l'empêche. Et c'est peut-être même très très bon. Qu'est-ce qui m'empêche pour faire ma macédoine de légumes de recevoir tous mes légumes coupés en macédoine que j'ai plus qu'à cuire et assembler pour faire une macédoine de légumes avec une mayonnaise que je vais acheter une mayonnaise déjà faite que je vais améliorer en rajoutant un peu de citron et je vais faire assembler tous ces produits là. Donc on n'est pas dans de l'assemblage, on a un savoir-faire de cuisinier qui va être un peu moins important, mais il faut travailler ces produits-là. Donc on ne peut pas, quand on fait de la cuisine d'assemblage, poser ce produit sur un buffet ou sur une assiette et dire que j'ai terminé. Donc il va falloir l'agrémenter, améliorer tous ces produits. Donc les PAI sont toujours à améliorer. Et ensuite je peux avoir ce qu'on appelle la cuisine de distribution,
ou ce qu'on appelait avant la cuisine type 45. Alors type 45, pourquoi? Parce qu'on utilisait 4e et 5e gamme de DOA et DOE. Donc uniquement ces deux types de cuisine. La cuisine de distribution, donc là on va avoir ce qu'on appelle des PCEA. Gardez ça à l'esprit. PAI c'est important, PCEA c'est important. Préparation culinaire élaborée à l'avance. Ces PCEA, donc sont des produits finis que je vais juste soit réchauffer, soit poser sur une assiette et je n'aurai pas besoin de travailler ces produits. Je n'ai pas besoin de les améliorer. Ou alors je vais faire un peu de déco, mais ça n'améliorera pas le goût, forcément. Donc ce sont tous des produits qui sont prêts à l'emploi. Il existe des restaurants qui travaillent dans ce type-là. C'est-à-dire qu'on va avoir, là aussi, besoin de très peu d'espace. On va avoir besoin de très peu d'espace de stockage ou des espaces de stockage spécifiques. Mais par contre, on va avoir besoin de matériel spécifique pour la remontée en température. Si tout arrive surgelé, eh bien, il va falloir que que j'ai des grandes armoires qui vont me permettre de réchauffer tous mes produits et de les envoyer au fur et à mesure. D'accord? Donc, il faut voir un petit peu dans ces 4 cuisines différentes que derrière ça, on pense la cuisine différemment, mais on pense les locaux différemment, les locaux de stockage différemment. Tout est pensé différemment. Alors, on va détailler un peu les modes de production. Alors, la cuisine traditionnelle. La cuisine traditionnelle, si je fais de la cuisine traditionnelle, je n'utilise que des produits bruts pour les DOA et de première gamme pour les DOV. Donc, comme je vous disais, on utilise obligatoirement une cuisine qui est équipée de stockage, de préparation, de cuisson, des surfaces de travail importantes. Si vous recevez vos salades fraîches, il va falloir avoir des grands bacs pour pouvoir les laver, vos salades. Il va falloir avoir sûrement une légumerie pour travailler vos carottes, pour qu'il n'y ait pas une contamination croisée, donc une marche en avant. Vous allez avoir besoin d'équipements de cuisson qui vont être plus performants et qui vont être spécifiques à toutes les cuissons que vous voulez faire. Donc il va falloir peut-être avoir une friteuse, il va falloir avoir peut-être un cuiseur vapeur ou un four vapeur, un four mixte. Il va falloir peut-être avoir de l'induction. Il va falloir avoir beaucoup de matériel différent et surtout la place de stockage. C'est-à-dire que si je reçois du poisson frais en brut, il va falloir que j'ai un espace de stockage poisson, un espace de stockage viande, un espace une légumerie. Il va falloir que j'ai un local à tubercules. Il va falloir que j'ai une cave. Il va falloir que j'ai un local BOF. Vous voyez, donc il va falloir énormément de locaux différents pour pouvoir travailler dans la cuisine traditionnelle pure et dure. Dans la cuisine traditionnelle, on recherche vraiment le goût. C'est la préoccupation essentielle du cuisinier. Et bien sûr, quand vous travaillez en cuisine traditionnelle, il va falloir qu'il y ait un très fort savoir-faire professionnel. Et le coût matière qu'on va utiliser, en théorie, va être assez bas, étant donné qu'on va recevoir des produits bruts, donc moins chers. Il va falloir les retravailler. Mais si vous retravaillez des produits moins chers, qu'il vous faut beaucoup plus de personnel, ben forcément le prix à la fin va être beaucoup plus haut. Donc c'est souvent les restaurants gastronomiques qui travaillent comme ça. Et ils associent souvent ces produits à des produits qui sont très onéreux. Les produits bruts sont très onéreux parce qu'ils recherchent la qualité principale et la qualité du produit. Par exemple, un restaurant traditionnel ou gastronomique 3 étoiles va chercher un homard bleu breton qui va lui coûter beaucoup plus cher qu'un homard canadien, c'est sûr, parce que eux ils veulent le goût et puis les clients qui vont aller dans ces restaurants triplement étoilés, le prix s'en fiche un peu, ils veulent juste avoir l'excellence. Donc là, on va avoir beaucoup de matière, beaucoup de problèmes. Mais un restaurant traditionnel qui serait peut-être plus qui serait pas étoilé, qui va avoir un bib gourmand, qui peut faire aussi de la restauration traditionnelle. Au lieu d'utiliser du turbot, on peut travailler du maquereau.
Et on peut travailler le maquereau de manière très très professionnelle et très très bien. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le succès de la cuisine bistronomique. Donc on peut travailler, la restauration traditionnelle n'est pas synonyme uniquement de haute gastronomie et de restaurant gastronomique. On peut travailler aussi en restauration traditionnelle sur des concepts de restauration qui vont être un peu plus abordables pour les clients en termes de tarifs. Donc ce modèle, il a été remis au goût du jour depuis que le phénomène locavore est arrivé. Alors le phénomène locavore, il est assez récent, on va dire qu'il y a une dizaine d'années, et je pense qu'il va s'accentuer avec la crise que nous venons de vivre, où les gens ont consommé plus près de chez eux. Et les restaurateurs prennent conscience de l'écologie et vont peut-être privilégier maintenant des circuits très courts et peut-être pas faire venir un produit de l'autre bout du monde pour pouvoir le travailler. Parce qu'une conscience écologique est en train d'être très présente dans l'esprit des restaurateurs. Pas de tous, mais d'une bonne partie des restaurateurs. Et donc, cette restauration, ce modèle, ce concept de production est intéressant et revient au goût du jour. C'est lié aussi à la réduction de la carte. Avant, les cartes étaient très très grandes. Maintenant, on va préférer travailler sur 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, mais avec des produits locaux et en essayant de favoriser au maximum la cuisine traditionnelle. Alors depuis 2004, en plus, le gouvernement a mis en place un label fait maison qui a permis aux restaurateurs d'apposer sur leur carte un logo qui garantit l'utilisation de produits bruts dans la confection des plats. Et quand vous allez dans un restaurant, si vous voyez apparaître ce petit logo, c'est que tout est fait maison. C'est-à-dire que si vous avez votre tarte aux pommes, la pâte a été faite maison, les pommes ont été cuites là, la compote a été faite maison et le nappage a été fait maison. Ensuite, la cuisine traditionnelle avec assemblage d'opportunités. Donc cette cuisine, elle est conçue de la même façon que le restaurant traditionnel, sauf que on va s'autoriser à avoir quelques produits semi-élaborés, voire parfois des produits finis qui peuvent être utilisés pour faire face à l'augmentation, par exemple, d'augmentation de fréquentation, ou parce qu'on a une sous-capacité temporaire sur l'absence de personnel ou des pannes d'équipement. Donc on peut être à même à utiliser des produits qui vont être PAI, donc, ou semi-élaborés, et qui vont nous permettre de travailler de manière très très traditionnelle, mais avec ajout de ces petits compléments. Très fréquemment, quand vous allez dans un restaurant, si vous prenez une pâte feuilletée, la pâte feuilletée, elle va être généralement, elle peut être achetée déjà parce que la pâte feuilletée, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de place. Elles peuvent être déjà achetées en plaque de 60 par 40 de la pâte feuilletée. Et ça peut être totalement, si vous prenez un vol-au-vent ou si vous prenez un boucher à la reine, la pâte feuilletée peut être une pâte qui est déjà achetée. Et par contre, à l'intérieur, peut être fait de manière traditionnelle avec des produits bruts. C'est exactement ça l'assemblage d'opportunités. La cuisine d'assemblage. Alors la cuisine d'assemblage, elle est arrivée massivement dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu des nouvelles normes sanitaires qui ont été très strictes et l'industrie agroalimentaire, une fois qu'elle a touché le grand public, elle a voulu des débouchés secondaires et ils se sont naturellement tournés vers les restaurateurs en leur demandant qu'est-ce que vous avez besoin. Alors les restaurateurs ont fait remonter quelques idées pour permettre à leur travail d'être plus simple et on leur a proposé des produits spécifiques que l'on trouve maintenant dans les grandes cash and carry comme vous avez vu avec Madame Beau
à métro par exemple, où là vous avez des conditionnements qui sont très grands, avec peut-être des choses que vous ne trouverez pas dans la grande distribution traditionnelle, type Carrefour ou Intermarché. Maintenant, la cuisine d'assemblage, elle a été accentuée de nos jours parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Et c'est là où votre force va être importante, c'est-à-dire que vous allez arriver sur un marché où on manque de monde. Si vous êtes performant et si vous êtes intelligent et que vous réfléchissez assez rapidement, vous pouvez gravir les échelons assez rapidement. Et étant donné qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, ben, si on n'est que 3 au lieu de 4, ben, il va falloir trouver du temps il va falloir trouver une solution pour pallier ce manque de temps qu'on va mettre en cuisine notamment. Donc on va acheter peut-être des produits PAI, qui peuvent être des carottes râpées, déjà râpées, qui peuvent être plein de produits comme ça, qui vont nous permettre de gagner du temps et de dresser et de proposer des produits qui sont qualitatifs, parce que qui dit produits industriels ne veulent pas forcément dire des produits qui ne sont pas de qualité, ça peut être des produits très qualitatifs, mais il faut savoir que il y aura forcément une différence. Et la cuisine d'assemblage est aussi de plus en plus à progresser très rapidement, parce que le prix des locations a beaucoup augmenté. Donc quand vous louez un restaurant, vous louez bien sûr la salle de restaurant, mais la cuisine et les zones de stockage. Si vous réduisez les zones de stockage, forcément, que vous avez besoin de moins de zones de stockage, vous allez payer moins cher de loyer, et donc votre entreprise est plus rentable. Donc tous ces phénomènes-là ont fait que la cuisine d'assemblage a eu un grand essor et a peut-être plus de difficultés maintenant, parce que cette cuisine d'assemblage pure et dure, elle est concurrencée par le locavore. Parce que la cuisine d'assemblage et locavore, ça va pas très bien ensemble. Donc on utilise le plus souvent des produits qui sont semi-élaborés, mais qui ne sont pas finis. Et donc il va falloir, comme je le disais avant, les travailler ces produits-là pour donner un goût spécifique et amener de la finition à ces produits-là. Alors c'est un très bon moyen par contre de libérer du temps pour les cuisiniers, pour les tâches les moins nobles, les épluchages, le lavage, le taillage. Si vous achetez du mesclun, des pousses de salade déjà lavées dans un bac d'1 kg, que vous n'avez plus qu'à les rincer et à les mettre sur une assiette, c'est beaucoup plus simple que de prendre toutes les salades, les laver, les essorer, les maintenir au froid. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile et vous gagnez beaucoup de temps. Donc ce processus permet d'augmenter considérablement la productivité des cuisiniers, étant donné on leur décharge une partie de travail avec des produits qui arrivent qui sont déjà transformés. Mais souvent, c'est au détriment du goût. Alors il se peut que des produits soient très comparables, mais il peut y avoir vraiment des différences sur des produits qui vont être plus spécifiques, et où on va vraiment sentir entre des œufs fermiers et des œufs en batterie en bidon, si vous les mangez, si vous faites une omelette avec, vous allez voir qu'il y a une grande différence de goût. Mais sur des produits plus basiques comme les carottes râpées, si vous râpez une carotte chez vous et que vous achetez des carottes râpées faites par l'industrie agroalimentaire, vous allez voir qu'il n'y a pas une différence si notable que ça. En revanche, il y aura un travail à faire sur la vinaigrette des deux côtés. Et c'est ça qui fera plus la différence. Donc là, les surfaces de cuisine sont très réduites. C'est parce que si j'élimine par exemple la légumerie et si j'élimine toute une partie de mon stockage, je réduis toute ma cuisine. Et donc mon prix de location est moins cher. Donc je suis plus rentable. Et la marchandise, elle coûte bien sûr plus cher. Si vous achetez de la carotte râpée, vous la payerez plus cher que de la carotte brute. Mais les frais de personnel sont considérablement réduits, parce que vous avez la carotte râpée, vous la prenez, vous l'assaisonnez, vous la mettez sur un buffet
elle est déjà faite. Si vous achetez de la carotte, il va falloir la laver, l'éplucher, la râper. Et donc, il y a des étapes qui sont supérieures et qui vont donc engendrer plus de travail pour le personnel. S'il y a plus de travail, ben, il faut le payer. Et s'il faut le payer, ben, les frais du personnel sont plus hauts. Ensuite, la cuisine de distribution type 45. Alors c'est ça, cette cuisine type 45 ou de distribution, elle réduit le rôle du cuisinier juste à la remise en température ou au dressage des plats cuisinés, des hors d'œuvre et des desserts. Tout arrive fait. Donc on réchauffe, on dresse et on envoie. Il n'y a plus que ça à faire. Là, ce qui va être très important pour le chef, ou qui va être très important pour le propriétaire du restaurant, c'est qu'il va falloir trouver des produits industriels de qualité. Et il y a certains restaurateurs qui se tournent vraiment vers ces produits. On va acheter des portions de veau marengo, des portions de pommes de terre déjà cuites sous vide. On va utiliser tous les produits qu'il va falloir mettre dans l'assiette du client. À savoir que ces produits-là, on va avoir une recherche importante parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le marché. Il va falloir trouver la qualité, le rapport qualité-prix qui va être intéressant pour la cuisine ou pour le propriétaire du restaurant. Donc il y a une très très grosse recherche et un gros travail à faire pour faire correspondre le rapport qualité-prix des matières premières au prix de vente que l'on veut bien sûr donner au producteur final, au consommateur final, pardon. Alors là, les surfaces de cuisine sont super réduites, c'est-à-dire qu'il y a une cuisine chaude, une cuisine froide. On n'a pas de légumerie, on n'a pas de local poisson, on n'a pas on va dire de boucherie si on a une grosse société. Alors le coût de matière est très élevé, j'achète que des produits bruts, que des produits finis, pardon, mais tous les frais annexes sont réduits. C'est-à-dire que pour faire peut-être 200 couverts, je vais avoir besoin de 3 personnes. Si j'ai plus qu'à réchauffer, à mettre sur assiette, je les fais venir à 11h pour le service de midi. J'ai des bacs à sauce, alors je vais avoir des remises en température, des matériels de remise en température qui va être différents d'un restaurant traditionnel. Mais je vais avoir, voilà, je peux avec très très peu de personnes faire tourner un restaurant et faire beaucoup beaucoup de couverts avec très peu de personnel et très peu de surface. Donc ce sont des choses à prendre en compte. Alors c'est bien sûr un modèle qui est très prisé pour les investisseurs qui sont soucieux de ne pas embaucher des cuisiniers qualifiés et qui veulent calculer leur marge au plus juste et qui veulent réduire au maximum leur coût de production. Alors, il y a quelques remarques importantes à faire. La cuisine traditionnelle, elle est très compliquée. Par exemple, si le restaurant travaille du porc ou du bœuf. Parce que si c'est de la restauration traditionnelle, on n'achète que des produits bruts, c'est-à-dire une carcasse de bœuf. Qui reçoit encore des carcasses de bœuf et les débite pour les travailler? Alors généralement, on est plus tourné sur ces produits-là vers de la cuisine traditionnelle d'assemblage de porc du petite unité, où je vais recevoir des morceaux de bœuf ou des morceaux de porc, mais pas l'entière carcasse. Pour rester en cuisine traditionnelle, des restaurants, notamment étoilés, qui travaillent le poisson, ne travaillent que des produits bruts. Mais si vous voulez travailler des pièces un peu grandes, genre porc et bœuf, on ne peut pas vous qualifier de cuisine traditionnelle. On vous qualifiera de cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités. Il est très peu probable que quelqu'un qui veut faire par exemple un cassoulet fasse lui-même son confit, sa saucisse, tout ça il l'achète peut-être. Et il la cuisine, il fait quelque chose de très bon. Mais il va pas peut-être prendre un porc, le débiter, le passer en saucisse pour faire ses saucisses, avoir les carcasses de canard, faire soi-même son confit. Alors il y a plein de restaurants qui le font, mais ce n'est pas la majorité.
Et dans un même restaurant, si j'ai un menu, gazpacho par exemple, ben, je peux le faire en cuisine traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai tous mes produits bruts, c'est-à-dire bon, je vais avoir du pain, de la tomate, du concombre, un petit peu de vinaigre, je vais avoir de l'huile d'olive, tout ça. Ben, je vais faire mon gazpacho en cuisine traditionnelle. Mais ensuite, en plat, j'ai par exemple le veau marengo. Et bien, je vais être en cuisine traditionnelle en assemblage d'opportunités. C'est-à-dire que je vais employer des cubes de veau. Je ne vais pas avoir un veau qui va arriver entier, mais je vais avoir une poche avec du sauté de veau. Et je vais utiliser un faux pays. Mais ça ne m'empêche pas qu'il faut le faire, le veau marengo. Il va falloir le faire dans les règles de l'art, il faut qu'il soit bon. Donc je peux utiliser dans le même menu cuisine traditionnelle en assemblage d'opportunités. Et je peux faire une cuisine d'assemblage, par exemple pour mon île flottante, où je reçois des blancs d'œufs qui sont déjà congelés et cubés pour faire mon île flottante, et des jaunes d'œufs en bidon, et je peux faire voilà, je peux être que dans la cuisine d'assemblage. Donc, c'est pas parce que vous faites quelque chose de traditionnel qu'on peut vous qualifier de cuisine traditionnelle. Il peut y avoir, dans le même restaurant, qu'il soit étoilé jusqu'au fast-food ou la cafétéria, vous pouvez avoir plusieurs plats qui finalement sont faits de manière différente. Donc c'est pour ça que de dire, moi je suis dans un restaurant, même un 3 macarons Michelin, qui disent, moi je suis dans un restaurant de cuisine traditionnelle, moi je dis attention, peut-être dans 95% des cas, mais est-ce qu'on n'utilise pas, par exemple, un petit fond de veau ou un fond de crustacé pour améliorer une sauce ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, on n'est plus dans l'assemblage, dans la cuisine traditionnelle, mais la cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités. Donc on ne peut pas cataloguer l'entière. On ne peut pas cataloguer un restaurant sur les quatre concepts que je vous dis, mais on peut dire que c'est plutôt vers la cuisine traditionnelle, plutôt vers la cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités, plutôt vers la cuisine d'assemblage, ou plutôt vers la cuisine de distribution. Donc, il est important que vous compreniez que ces concepts existent, qu'on ne peut pas cataloguer quelqu'un qui va être spécifiquement dans un des concepts, mais qu'il peut y avoir, par exemple, un restaurant bistronomique qui va être en cuisine traditionnelle avec une part de cuisine d'assemblage. Ou un restaurant gastronomique qui va être en cuisine traditionnelle avec un petit peu d'assemblage d'opportunités. Donc on a plutôt des tendances, mais on ne peut pas cloisonner quelqu'un. Dans une cafétéria, par exemple, on peut avoir une cuisine de distribution et je peux avoir une salade de tomates. Alors il faut savoir que les tomates taillées, ça n'existe pas. C'est très difficile parce qu'elles ne tiennent pas ni dans la conservation, ni dans le transport. Ça vieillit très mal. Donc si dans cette cafétéria ou ce restaurant d'entreprise, eh bien, on fait une salade de tomates, eh bien, on sera là dans un produit brut. Donc si on utilise un produit brut et qu'on le met on pourrait être cuisine traditionnelle, mais on va être plutôt dans la cuisine de distribution avec une petite part de cuisine traditionnelle. Donc c'est ça que je veux bien vous mettre en avant et que je veux bien que vous intégriez. C'est-à-dire connaître déjà ce classement, ces 4 choses, et ne pas avoir à l'esprit de cloisonner quelque chose, parce que c'est très difficile. C'est très difficile pour un restaurateur de se définir comme cuisine traditionnelle, alors cuisine de distribution, oui, ça peut être facile. Cuisine traditionnelle, il y en a, mais très peu. Et ensuite, dans la cuisine traditionnelle d'assemblage d'opportunités, il y a, je pense, la plupart des restaurants. Et ensuite, il y a aussi dans la cuisine d'assemblage pas mal de restaurants, notamment tous les fast-food de chaîne que l'on connaît. Donc, mais même dans les fast-food de chaîne que l'on connaît, quand il y a une tomate, il faut la trancher. Donc, gardez à l'esprit que on a ces 4 concepts, mais que
il y a des passerelles entre toutes et qu'il faut plutôt les ranger. On dit plutôt vers là, plutôt vers ça, plutôt vers ça, plutôt vers ça, mais pas dire ça c'est un restaurant traditionnel. Ça c'est un restaurant traditionnel à l'assemblage d'opportunités. C'est un petit peu trop restrictif de nos jours. Le monde évolue, les PAI évoluent de manière incroyable. On a possibilité d'avoir des très 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 beaux produits en PAI ou même en produit fini, avec de la truffe, avec des choses qui sont extraordinaires. Donc dans ce cas-là, ne vous cloisonnez pas à les ranger case par case, mais sachez qu'on peut les caser. Ils peuvent être à cheval sur 2 ou même 3 concepts qu'on vient de voir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.